Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration. Aujourd'hui, on va décortiquer une perspective assez critique sur la France insoumise. Oui, celle de Gilles William Goldendahl. Exactement. À partir d'un entretien qu'il a donné, qui circule pas mal sur YouTube, l'idée, c'est vraiment d'extraire la substance de ses arguments, ce qu'il dit sur l'idéologie de LFI, leur position, leur trajectoire, enfin, telle qu'il la voit, bien sûr. Tout à fait. Et l'analyse de Goldendahl, telle qu'il la présente dans cette source, elle tourne autour de plusieurs points clés. Il y a cette question de l'intolérance qu'il attribue à LFI, la position sur le Hamas, évidemment, des affirmations très controversées sur un sentiment anti-blanc. Oui. Sa critique de la police aussi, les accusations d'antisémitisme, d'antisionisme, et puis son regard sur l'évolution de Mélenchon lui-même. C'est important de le dire, on expose ici les thèses de Goldendahl, c'est son point de vue qu'on analyse. C'est ça, on décrypte sa lecture des choses. Bon, alors commençons peut-être par ce premier point. L'intolérance et la position sur le Hamas. Ça a fait beaucoup de bruit ? Ah oui, d'entrée de jeu, Goldendahl affirme que l'intolérance, ce serait fondamental chez LFI. Il reprend même cette vieille formule « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». D'accord. Et très vite, il en arrive à la position de LFI sur le Hamas. Le fait qu'il l'ait qualifié de mouvement de résistance, et ça même avant le 7 octobre. Oui, je me souviens de ça. Et lui, comment il analyse cette qualification ? C'est juste une posture pour lui ? Une stratégie ? Alors c'est là que ça devient intéressant, dans son analyse en tout cas. Il dit que c'est mensonger sur le plan factuel, parce que pour lui, ça masque la nature terroriste du Hamas. Ok. Mais, et c'est le paradoxe qu'il soulève, il pense que c'est aussi sincère. Sincère ? Comment ça, sincère ? Si c'est mensonger. Ben oui. Sincère dans le sens où ce ne serait pas uniquement une manœuvre électoraliste. Il utilise une expression assez directe, il parle de stratégie putassière électoraliste, mais il dit que ce n'est pas que ça. D'accord. Mais alors, si c'est pas juste électoraliste, s'il y a une forme de sincérité là-dedans, selon lui, quelle serait la motivation profonde ? D'où ça viendrait ? Eh bien, pour Goldendahl, cette sincérité supposée, elle s'inscrirait dans un combat beaucoup plus large, une espèce de lutte idéologique contre les États-nations occidentaux. Ah oui. Il suggère que le soutien au Hamas tel qu'il le perçoit chez LFI viendrait en fait d'une détestation de l'État-nation occidental. Et il va même plus loin, il relie ça de manière un peu sous-jacente, mais c'est central dans son propos, à ce qu'il appelle une détestation du blanc. Voilà, on y arrive. C'est sans doute une des thèses les plus marquantes et controversées de Goldendahl. Cette idée d'un racisme anti-blanc qu'il prête à LFI. Comment il construit ça ? Parce que c'est quand même assez explosif comme affirmation. Oui, c'est un point sur lequel il s'attarde vraiment. Il essaye de lui trouver une sorte de généalogie à la fois historique et presque psychologique. D'après lui, l'origine, ça remonterait à une sorte de sourde honte inconsciente de l'extrême gauche en Europe, liée au fait de partager la couleur de peau avec des figures comme Hitler, quoi. Une honte liée à la couleur de peau, c'est son interprétation. Cette honte aurait été refoulée, puis transformée après la Shoah, avec la décolonisation, la culpabilité occidentale. Tout ça, c'est une construction assez spéculative, on peut dire. Et comment il fait le lien avec LFI aujourd'hui ? il postule que ce sentiment historique aurait muté, en quelque sorte, pour devenir un moteur idéologique, anti-blanc aujourd'hui, peut-être inconscient chez certains militants, dit-il, mais agissant. D'accord. Et son argument principal là-dessus, c'est son interprétation très, très personnelle du concept de créolisation de Mélenchon. Ah oui, la créolisation. Qu'est-ce qu'il en dit, lui ? Pour Goldendahl, c'est simple. Créolisation égale effacement du blanc. Carrément. Ah, quand même. Oui, il pousse l'analyse jusqu'à comparer ça, et il admet lui-même que c'est un peu obsessionnel chez lui, au mythe inverse de la race pure de l'extrême droite historique. Il y voit les deux faces d'une même pièce, une obsession racialiste en fait. C'est une lecture très particulière de la créolisation qui est normalement vue comme un métissage culturel et humain. Est-ce qu'il donne des exemples concrets pour appuyer cette idée d'un sentiment anti-blanc chez LFI ? Oui, il cite quelques éléments, il rapporte des propos qui sont attribués à Mélenchon, qui aurait dit qu'il se sentait mal à l'aise dans des quartiers avec trop de blancs. Il parle aussi d'un épisode où Mélenchon et Daniel Obono auraient plaisanté sur Jeanne d'Arc. Pour Goldendahl, ça, c'est un double standard flagrant. C'est-à-dire ? Il soutient qu'il ne se permettrait jamais, par exemple, de blaguer sur la femme de Mahomet ou de se plaindre qu'il n'y a pas assez de blancs dans un quartier majoritairement non blanc. C'est ça son point.
Et à partir de là, il généralise un peu. Il relie ça à ce qu'il voit comme une soumission inconsciente au monde non blanc, une sorte de crainte révérencieuse de l'autre violent, dit-il. D'accord. Il mentionne aussi un cas précis, celui d'une humoriste, elle, Anastasia Track, c'est le nom dans la source, qui aurait insulté les Gouers, donc les Blancs, pendant un spectacle. Oui. Et selon le récit de Golnadel, quand un spectateur blanc serait parti, l'humoriste aurait dit « Tant mieux, on va rester entre nous ». Et là, des sympathisants et les filles présents auraient applaudi. Ah oui. Et Golnadel souligne ce qu'il considère comme un silence total des organisations antiracistes face à ce qu'il appelle du racisme classique, tout simplement. Donc, pour résumer sa pensée là-dessus, un sentiment anti-blanc et un deux poids, deux mesures dans les réactions. Ça nous amène à l'évolution de Mélenchon. Goldenadel suggère qu'il a beaucoup changé. Oui, absolument. Il s'appuie là sur une référence à un livre, La Meute, qui citerait Raquel Garrido. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle aurait dit que Mélenchon, il y a 5 ou 10 ans, la Palestine, ça n'intéressait pas vraiment. D'accord. Et comment Goldenadel interprète ce changement? C'est purement tactique? Électoraliste? Alors, encore une fois, c'est ce mélange. Oui, il y voit une part de stratégie électorale, bien sûr, mais il insiste pour dire que c'est aussi une véritable évolution. Sincère, encore une fois. Mhm. Il oppose deux Mélenchon, en fait. D'un côté, celui d'avant, le laïcard robespierriste, républicain pur et dur, qui, selon Goldnadel, détestait le catholicisme au point de refuser d'entrer dans une église. Et donc, par extension pour lui, dans une mosquée. Ok, le Mélenchon laïcard intransigeant. Et de l'autre côté? De l'autre côté, le Mélenchon d'aujourd'hui. Celui qui parle de créolisation, avec l'interprétation très négative qu'en fait Golnadel, donc effacement du blanc. Celui qui adopte des positions que Golnadel juge pro-islamistes. Et donc pour Golnadel, c'est pas de l'hypocrisie. Non, justement. Pour lui, Mélenchon assume. Il assume maintenant cette détestation du blanc que Golnadel lui prête depuis le début. L'évolution serait réelle, idéologique, pas juste une façade. Bon, passons à un autre gros morceau de la critique de Golnadel, l'antisémitisme et l'antisionisme. Là, il est très direct. Quels sont ses arguments? Oui, il est très direct. Ses arguments sont assez construits. D'abord, il fait un lien très clair entre antisionisme et antisémitisme. Lequel? Pour lui, l'antisionisme, ça devient antisémite quand ça implique ce qu'il appelle la nazification de l'État juif, c'est-à-dire comparer systématiquement Israël à l'Allemagne nazie. D'accord, ce type de comparaison. Voilà. Il revient aussi sur ce livre La Meute. Il suggère que même si le livre critique Mélenchon, c'est peut-être pour mieux sauver la France insoumise en tant que parti, une sorte de pare-feu, quoi. Ensuite, il donne un exemple plus concret. Il raconte un épisode où Mélenchon aurait traité une personnalité politique. Il dit Belaïch dans la retranscription, mais il s'agit probablement d'Esther Benbassa, de sioniste. Oui. Et alors? Selon Golnadel, cette personne affirmerait n'avoir jamais vraiment pris position publiquement sur Israël. Donc il en conclut que si Mélenchon la traite de sioniste, c'est uniquement à cause de son nom à consonance juive. Et ça, pour lui, c'est un acte antisémite. C'est une accusation très forte, basée sur une interprétation d'une intention. Il va même plus loin, il me semble, jusqu'à exhumer de vieux clichés. Oui, et ça, c'est peut-être un des points les plus saisissants de son analyse. Golnadel affirme que Mélenchon irait jusqu'à réactiver le vieux cliché antisémite du peuple juif décide. Ah oui? Comment? Il fait référence à des propos où Mélenchon aurait dit en gros que ce sont les compatriotes de Jésus qui l'ont mis sur la croix. Et là, Golnadel souligne ce qu'il voit comme une ironie terrible. Mélenchon, l'ancien laïcard, qui détestait le catholicisme, utiliserait maintenant un argumentaire qu'il associe à l'antijudaïsme catholique d'avant Vatican II. Paradoxal en effet. Voilà. Sa conclusion là-dessus, elle est sans appel. LFI serait devenu décomplexé par rapport aux Juifs. Ils auraient largué les amarres de la responsabilité républicaine sur ce sujet. C'est une lecture qui connecte beaucoup d'éléments historiques, religieux, politiques. C'est dense. Abordons maintenant la question de la police. La critique de LFI sur la police, ce que Goldenadel appelle la haine anti-flic. Là aussi, il voit une évolution. Oui, une continuité et une évolution. Pour lui, cette haine anti-flic, c'est un truc classique de l'extrême gauche. Il rappelle le CRS égale SS de 68. D'ailleurs, il relie même ça, dans sa logique un peu globale, à l'impact post-Shoah dont on parlait. D'accord, une tradition historique, mais il dit que LFI l'a modernisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Modernisé dans le sens où l'accent ne serait plus mis sur le policier comme briseur de grève ou comme symbole de l'État contre les libertés, comme dans la vieille tradition marxiste ou anarch, quoi.
Mhm. La figure centrale de la critique LFI aujourd'hui, ce serait le policier raciste, celui qui cible les jeunes des quartiers, l'anti-arabe ou anti-noir. La haine anti-flic, elle aurait changé de cible prioritaire, si on veut. Elle s'est adaptée au discours sur les discriminations. Et Goldenald revient aussi sur des épisodes précis, comme la perquisition chez LFI, avec Mélenchon qui dit « L'État c'est moi, vous obéirez ». Qu'est-ce qu'il en fait de ça? Pour lui, c'est pas juste un coup de colère, c'est un message politique hyper fort. Ça voudrait dire attention, quand on sera au pouvoir, l'État, la force publique, ça ne sera plus pareil. C'est-à-dire? Ça voudrait dire que cet État se retournerait contre ceux qui ont l'autorité aujourd'hui, les juges, les flics, pour servir ce que Goldenadel appelle la nouvelle France créolisée. En gros, un scénario où les alliés de LFI, qu'il associe aux populations immigrées et à l'islamisme, prendraient le dessus. C'est une vision très... Conflictuel de l'avenir. Oui, très. Et tout ça s'inscrirait, toujours selon lui, dans une folle détestation irrationnelle du vieux peuple français, c'est ses mots. Il note aussi une contradiction des figures LFI qui critiquent la police comme Thomas Porte, mais qui ont une protection policière. Qu'est-ce qu'il en dit? Ah, ça, il l'évacue assez vite. Il dit en gros, ils ne sont pas à une contradiction près. Pour lui, les faits, les paradoxes, ça pèse pas lourd face à ce qu'il voit comme des théories, des fantasmes idéologiques. Il insiste beaucoup sur le côté fantasmatique, irrationnel de LFI, et il relie ça aussi à ce qu'il appelle l'ultraviolence et l'intolérance dans les manifs soutenus par LFI, en revenant sur sa citation du début « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». D'accord. Cette critique très dure de LFI, elle s'étend aussi aux médias, aux pseudo-élites, comme il dit. Qu'est-ce qu'il leur reproche exactement? C'est un point essentiel de sa conclusion, ça. Il soutient que, malgré tout ce qu'il dénonce, l'antisémitisme, le discours anti-France, anti-blanc, eh bien, LFI échapperait à une condamnation vraiment ferme et générale dans l'espace public. Ah bon? Comment ça? Il prend l'exemple des grands médias. Il dit, par exemple, qu'on ne voit pas d'édito dans Le Monde qui qualifierait Mélenchon d'antisémite. Il note aussi qu'on hésite toujours, surtout dans l'audiovisuel public, à dire extrême gauche pour LFI, alors que pour le RN ou Reconquête, on dit extrême droite sans problème. Et la conséquence de ça, selon lui? La conséquence directe, c'est que le prix à payer, politiquement et médiatiquement, pour cette radicalité qu'il dénonce, il reste très faible pour LFI. Pourquoi? À cause de quoi? Il explique ça par une forme de bienveillance, de complaisance d'une partie des médias, des élites intellectuelles. Il va même jusqu'à parler de malhonnêteté intellectuelle générale. Et il dit que cette malhonnêteté est presque plus coupable que LFI elle-même parce qu'elle laisse ses idées se diffuser sans vrai barrage. Face à ce tableau, qui est quand même très sombre, comment il voit l'avenir? Il est complètement pessimiste. Il le dit lui-même, je ne suis pas un homme heureux. Il est clairement pessimiste. Pour lui, le sort des Juifs, d'Israël, est complètement lié à celui de l'Occident. C'est le coup du canari dans la mine. On est dans le même bateau, dit-il. Il nuance un tout petit peu en disant que peut-être les événements du 7 octobre ont provoqué une prise de conscience plus large en France. Peut-être. Et il fait un retour intéressant sur ses propres écrits. Il rappelle avoir écrit il y a 20 ans, dans son nouveau bréviaire de la haine, un truc du genre « Le petit blanc dans les banlieues, c'est le dernier juif ». Ah oui, c'est une formule forte. Oui, et avec le recul, il dit qu'il avait peut-être sous-estimé l'antisémitisme d'extrême gauche à l'époque, mais qu'il avait bien vu venir ce qu'il appelle le racisme anti-blanc et anti-français. Et s'il y a une difficulté à résister à ça, selon lui, c'est en partie à cause d'une sorte d'autodétestation chez certains blancs et d'un esprit de soumission. Une crainte révérencieuse, dit-il, face à l'autre perçu comme menaçant. Bon, si on essaye de synthétiser toute cette critique de Goldenad, telle qu'elle ressort de la source qu'on a étudiée, il voit LFI comme un mouvement intolérant par essence, mais dont les positions les plus radicales sur le Hamas, le prétendu sentiment anti-blanc, seraient, paradoxalement, sincères. C'est ça, ancré dans une idéologie profonde de rejet de l'Occident. Il décrit une évolution assumée de Mélenchon dans ce sens. Il accuse LFI d'antisémitisme, d'antisionisme décomplexé. Il critique leur position anti-police, à la fois héritée et modernisée. Et il pointe une sorte de complicité, ou au moins de cécité, des médias et des élites. C'est tout à fait ça. Et son pronostic final, il est vraiment glaçant. Pour lui, si LFI arrive au pouvoir, ce sera forcément en alliance avec les forces islamistes. Ah oui, carrément? Oui. Et dans ce scénario, les islamistes finiraient par dominer l'alliance et les militants LFI seraient, je cite, les cocus de l'histoire. Sa toute dernière phrase, c'est un appel à la réaction. L'issue dépendra de la capacité du peuple français à sortir d'une certaine passivité.
Ça ne dépend que de nous, il conclut. Voilà une analyse pour le moins percutante, qui offre une grille de lecture très spécifique et évidemment très critique de la France insoumise. Ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une question qui dépasse un peu notre analyse d'aujourd'hui, mais qui découle de tout ça. Mhm. Si on prend au sérieux l'hypothèse centrale de Goldenadel, que l'idéologie LFI, ce n'est pas juste de la tactique, mais que ça vient de convictions profondes, même si elles sont très controversées, culpabilité historique, sa lecture de la créolisation, alors est-ce que cette façon de regarder les motivations idéologiques profondes, plutôt que juste les stratégies politiques, ça pourrait changer la façon dont on débat de LFI, dont on répond à leurs arguments, au-delà des étiquettes ou des calculs électoraux? C'est une question à méditer, je crois.